fois de plus, vous serez peut-être déçus, mais ça se passera bien. Voilà. En tout cas, comptez sur moi pour que ça se passe le mieux possible. Au final, effectivement, tout s'est bien passé pour le PS. Au terme d'un an quasiment de campagne, le parti détient tous les leviers du pouvoir, mais les dernières étapes ont fait des blessés, voire des blessés graves, lors de duels fratricides. Alors, quelle a été la stratégie des dirigeants socialistes face au premier couac? Comment ont-ils géré le grand retour de la vie privée sur la scène politique lors du premier duel par tweet interposé? Et avec quelles armes va désormais se jouer la guerre des chefs dans le camp d'en face où le duel Fillon-Copé ne fait que commencer? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, Martine et Jean-Marc, Ségolène et Olivier, ainsi que François et Jean-François, avec nous 4 invités, Gaël Slimane de l'Institut BVA, pour analyser l'impact dans l'opinion de cette série de duels et de combats fratricides. Bertrand Delay, professeur de communication politique. Alors vous aviez écrit un livre sur un mariage forcé, voilà, c'était celui entre Martine Aubry et François Hollande. On va analyser celui aujourd'hui avec Jean-Marc Ayrault, Dominique Minguenot, linguiste, pour passer au crible le discours des combattants, et enfin Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer avec vous par un duel qui s'est joué en coulisses et qui s'est achevé sur scène par une belle réconciliation. Il s'agit, j'en parlais, de celui entre Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault. Alors, quand le deuxième est entré à Matignon, la première a refusé une place au gouvernement, mais quelques jours après, elle allait lui rendre visite dans sa nouvelle demeure, et visiblement, ils étaient amis. Voilà. Madame Aubry, comment ça s'est passé ce déjeuner? C'était bon d'abord. Ouais. D'abord, c'était très bon. C'était Léger. Voilà, et j'étais ravie de revenir ici à Matignon et d'y trouver mon ami Jean-Marc Ayrault. Voilà. Et puis, j'étais sûre de cela. Voilà. Déjà, le programme, le projet du président de la République est déjà en marche. Le gouvernement est tenu d'une main à la fois ouverte et de fer, et tout avance. Voilà, et nous avons parlé législative, bien sûr, parce que le Premier ministre est, comme vous le savez, le chef de la majorité, et je mènerai à ses côtés pour les socialistes législatives. Et d'ailleurs, on va faire des meetings communs. Peut-être que le Premier ministre peut l'annoncer. Alors, à voir ça, on a vraiment l'impression qu'une grande amitié est née. Et c'est vrai que pendant toute la campagne des législatives, les deux vont main dans la main tenir meetings et conférences. On regarde. Jean-Marc est un exceptionnel maire de Nantes. Je reçois d'ailleurs une exposition de Nantes actuellement à Lille, et qui va aller exposer à Nantes. Et quand on dit qu'on n'est pas ensemble, main dans la main, y compris dans nos villes, on cherche vraiment des choses qui n'ont pas lieu d'être. Nous avons réfléchi ensemble sur la manière de mener cette campagne. Et elle l'a dit, et tu l'as dit très bien et très précisément. C'est ensemble que nous allons tenir des meetings. C'est ensemble que nous allons mener cette campagne. Et c'est ensemble que nous allons animer le débat public aujourd'hui et demain aussi. Dire combien nous sommes heureux de te savoir à Matignon. Heureux, bien sûr, mais aussi extrêmement confiants. Notre président de la République, j'y reviendrai, François Hollande, t'a fait une grande confiance en te plaçant à la tête du gouvernement. Et tu l'honores déjà de la plus belle manière. Moi aussi, je veux te dire toute mon affection. Nous voilà ensemble à construire cette majorité nouvelle pour réussir le changement dont le pays a besoin. Nous, ce qui nous a amusé en préparant l'émission, c'est qu'on a vraiment l'impression que Martine Aubry en fait, mais alors énormément. Alors vraiment, nous sommes heureux. Alors ça y est, il y a Nantes et Lille sont deux villes amies. Enfin voilà, qu'elle en faisait vraiment énormément. On a aussi eu l'impression parfois, notamment dans la cour de Matignon, que ça pouvait manquer un petit peu peut-être de conviction, que c'était un petit peu mécanique. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, Denis Bertrand. Ils parlent l'un et l'autre d'ailleurs sur le mode superlatif. L'un et l'autre, parce qu'on a l'impression qu'elle en fait plus que lui quand même, oui, non? enfin, par exemple, il emploie le mot exceptionnel ou exceptionnellement. Et puis il fait cette série d'anaphores avec le ensemble, cet ensemble que, c'est presque de l'incantation. Évidemment, c'est toujours une ambiguïté qui est latente avec l'hyperbole, c'est que on pousse tellement loin l'orientation du sens vers la flatterie
ou vers, On paraît vers pas l'éloge, sincère, on paraît pas sincère. que ça paraît pas sincère et que ça va être réinterprété comme un reproche caché ou On se dit le contraire pourquoi caché. elle se sent obligée C'est d'en ça. faire autant, surtout qu'effectivement qu'on sait qu'elle avait quand même elle, enfin du moins on l'a dit parce qu'elle a jamais, enfin on l'a dit, les journalistes l'ont dit parce qu'elle a jamais dit elle devant les micros, mais qu'elle a quand même très envie de Matignon. Donc effectivement, est-ce que vous pensez, vous Dominique Magonneau, qui sont sur le même registre ou alors effectivement qu'elle en fait davantage finalement dans l'hyperbole, voilà terme un peu, on va dire jargonneux pour dire dans la flatterie. Ben, je sais pas, oui, l'hyperbole évidemment, mais c'est presque la loi du contexte, l'hyperbole. Moi, ce qui me frappe, c'est la synchronisation. Alors, est-ce qu'elle est consciente? Je ne sais pas, parce que ils font. Le premier extrait commence par c'était très bon d'abord, et lui répond, ou elle, je ne sais plus, d'abord c'était très bon. La phrase miroir. Et à la fin, elle dit, nous allons faire des meetings communs. Et lui répond, nous allons faire des meetings communs. C'est-à-dire qu'ils sont des phrases miroirs. Ce qu'il y a dans la tête des gens, on n'en saura rien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une coopération, disons, conversationnelle extraordinaire, puisque chacun cherche à se synchroniser sur l'autre. Donc c'est une sorte de théâtre où, au fond, à la limite, il n'y aurait plus qu'un... un peu du pot et du pot. Voilà, il n'y quoi. aurait Je plus dirais qu'un seul... même mieux, Voilà, c'était très c'est bon. mon avis, je le partage. Il y avait une connivence politique entre les deux. Hein. Oui, mais alors justement, parce que là, vous dites, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, alors je ne sais pas, peut-être Bertrand Delay va nous le dire, mais effectivement, pourquoi, selon vous, elle en fait autant, Martine Aubry? Parce qu'on se doute qu'elle a été déçue, c'est pour masquer sa déception? Oui, je pense que le problème, c'est que si déception ou si contentieux il y a, parce que il est beaucoup plus à l'endroit de François Hollande que de Jean-Marc Ayrault. Après tout, elle peut être un peu... comment dirais, chagrinée de voir Jean-Marc Ayrault Premier ministre, mais après tout, quand elle prend le Parti Socialiste après Reims dans les conditions qu'on connaît, Jean-Marc Ayrault, qui à l'époque est le patron des députés socialistes, n'a pas aménagé ses efforts pour protéger Martine Aubry. Donc entre eux, il y a... Je ne dirais pas qu'il y a une grande amitié, mais il y a eu une certaine loyauté qui a toujours existé. Et je pense que de ce point de vue-là, ça accède à laisser supposer qu'il y a de la sincérité de part et d'autre. Je pense que là... Alors maintenant, elle surjoue, mais elle surjoue toujours, Martine Aubry, quand elle est en difficulté vis-à-vis d'elle-même. Elle a un rapport à l'image, aux médias. Elle n'est pas à l'aise avec l'instant médiatique. Elle le dit, elle l'a répété plein de fois. Et je pense que son surjeu provient beaucoup plus de ça. Mais alors pourquoi elle est en difficulté là, puisque finalement vous dites qu'elle n'en veut pas à Jean-Marc Ayrault, non, mais elle s'est quand même cornerisée toute seule, comme une grande, où elle va rester à Lille et tout le monde va se retrouver avec des postes. Yael Slimane, sur justement l'effet produit par ce surjeu, parce que on l'a expliqué, effectivement, elle est mal à l'aise dans ce genre de situation. Il y a du surjeu, effectivement, c'est plutôt une constante. On dit beaucoup que dans ce cas-là, ça peut produire de la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est dit me paraît tellement incroyable par rapport à ce que je pensais auparavant, que du coup, je ne le crois pas. Et que je ne crois rien de ce qui est dit, y compris ce qui aurait pu me sembler juste. Donc ça, c'est un vrai risque. En l'occurrence, au regard des enquêtes d'opinion, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que cette séquence de Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault a été redoutablement efficace. Ça a très très bien marché pour la campagne des socialistes pour les élections législatives. C'était un moment très important pour eux deux, parce que d'un mot quand même, la raison de l'éventuel... chagrinement de Martine Aubry, de sa déception, tient au fait tout simple que pour les Français, c'était clair. Hollande président, Aubry devait être Premier ministre. Dans tous les sondages qui étaient faits jusqu'à quelques semaines de l'élection présidentielle, il nous disait cela. D'ailleurs, même à l'époque... Donc sa déception est légitime, en fait. Bien entendu. Donc, Martine Aubry a cette déception, elle était très populaire, mais comme elle ne rentre pas dans le gouvernement, elle dit ne pas souhaiter dans le gouvernement, très rapidement, on la voit baisser dans les sondages. Les Français estiment que c'est elle qui a eu tort de bouder et de ne pas accepter de rentrer dans ce gouvernement Ayrault. Et du coup, pour l'un comme pour l'autre, cette attitude, ces assauts d'amabilité, de confraternité, eh bien à la fois rassure l'électorat de gauche qui avait très peur d'avoir une Martine Aubry qui se mettrait à tirer contre son camp. Il voit que ce n'est pas le cas, qu'au contraire, ils font des choses en commun. Et en même temps, c'est très utile pour elle parce que ça lui permet de reconstruire son image de capitaine courage qui maintient le navire PS à flot. Et en même temps, c'est très bon pour Jean-Marc Ayrault qui n'a pas la notoriété au départ ni l'image de Martine Aubry. Et grâce à ce tandem qui fonctionne bien pour la campagne des législatives, on a un Premier ministre qui se trouve aujourd'hui assez populaire. Finalement,
Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Bon, alors on va voir si les autres duels sont aussi gagnant-gagnant. On peut avoir quelques doutes, puisqu'effectivement, là, ça s'est bien terminé par des meetings et des déjeuners communs. Alors, à droite, en revanche, là, les hostilités ne font que commencer, notamment celle entre Jean-François Copé, patron de l'UMP, et François Fillon, son rival potentiel. Et là, ça a démarré en pleine campagne législative, où certaines déclarations de l'ex-premier ministre ont fait un peu désordre. Je vous propose de les réécouter. Dans cette interview au Figaro Magazine, vous dites aussi, je vous cite François Fillon, que depuis le départ de Nicolas Sarkozy, il n'y a plus à l'UMP de leader naturel. Donc il y aura une compétition, ajoutez-vous, qui n'est pas une division. Et vous pensez à la présidence de l'UMP à l'automne. Jean-François Copé a très mal ressenti ces phrases. J'invite tous mes amis, a-t-il dit, toutes générations confondues. C'est pas très sympa. Toutes générations confondues, à ne se mobiliser que dans la perspective des élections législatives. Est-ce que vous n'avez pas commis une faute, François Fillon, en déclarant un peu tôt la guerre à Jean-François Copé? Écoutez, quelle hypocrisie. Enfin, c'est une évidence que le départ de Nicolas Sarkozy laisse l'UMP sans leader naturel. Nicolas Sarkozy manque à l'UMP. C'est lui qui a très largement construit le succès de cette formation politique, et il y a un vide depuis son départ que personne ne peut nier. Et donc je n'ai fait que constater une évidence. Et deuxièmement, mais il est jamais trop tôt pour constater des évidences, Monsieur Apathy. Voilà, il n'est jamais trop tôt pour constater des évidences. Il n'est jamais trop tôt non plus pour répondre à ceux qui constatent des évidences. Vous ne vous sentez pas agressé? Non seulement, je ne crois pas que ce soit à moi que cela s'adresse, mais surtout... Quand on dit hypocrite... Enfin, écoutez, chacun ses mots. Moi, les miens sont des mots, pour ce qui concerne mes amis et notre famille politique, qui sont tous des mots positifs et des mots de rassemblement. J'y travaille depuis la première minute où nous avons engagé la campagne législative. Non, mais je vous le dis parce que... Voilà, il ne s'est pas senti visé, mais enfin quand même, il précise que lui utilise des mots positifs, et quelques jours plus tard, François Fillon tentait de banaliser sa position. Il y a quand même un secrétaire général en poste. Il y a un secrétaire général de l'UMP qui fait son travail, qui fait bien son travail. Il est entouré dans cette campagne législative par plusieurs responsables politiques, dont Alain Juppé, dont Jean-Pierre Raffarin, dont moi-même. On essaye de conduire ensemble cette campagne législative, et tout le monde sait qu'après, il y aura un débat pour choisir une ligne politique, il y aura un débat pour choisir des équipes, et ce débat, il est inscrit dans nos statuts, il n'y a rien d'extraordinaire à l'évoquer, et personne ne peut imaginer que moi-même, mais d'autres, comme Alain Juppé, comme d'autres responsables, ne prendront pas, j'ai pas dit ça, ne prendront pas leur part à ce débat, mais on en parlera après les élections législatives. Alain Juppé, il dit qu'il est disponible, il sous-entend que lui aussi pourrait être candidat, ce serait une bonne solution? Je n'ai pas à me prononcer aujourd'hui sur ce sujet, mais je note que quand c'est moi qui m'exprime, ça fait beaucoup de bruit. Je vois qu'Alain Juppé dit la même chose que ce que j'ai dit la semaine dernière. Alors, est-ce qu'il dit vraiment la même chose? Dominique Maguenot, qu'en pensez-vous? Et d'ailleurs, que dit vraiment et que dit réellement François Fillon à travers, là, on a vu qu'il y a un petit festival de formules. C'est-à-dire que là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre la mise en scène par les médias de la chose, que toutes les radios de France et de Navarre ont titré sur la guerre a commencé, etc. Voilà ce que nous avons dit. Mais quand on voit bien qu'en fait, lui, il présente ça comme un constat, une évidence, c'est-à-dire qu'en fait, il ne parle à personne, il constate des faits. Et l'appel au fait, toujours une manière de dire « je ne m'adresse pas à quelqu'un ». Oui, Nicolas Sarkozy est c'est irremplaçable, un fait, c'est un fait. C'est-à-dire il prend le ton de l'évidence. Et Copé, lui, vous répond en disant « ah, mais c'est pas adressé à moi non plus ». En fait, on a affaire à des propos où chacun des protagonistes cherche en réalité à dire « il n'y a pas de conflit ». Oui, parce qu'on a l'impression que cette phrase, là, quand il dit « il n'y a pas de leader naturel », effectivement, alors ça veut dire... pas évident de remplacer Nicolas Sarkozy, mais on a l'impression qu'en disant ça, forcément, il a calculé son coup, il a décidé qu'il allait ouvrir les hostilités. Il y a deux temps. Il commence par dire qu'il n'y a pas de leader naturel, et puis il dit aussi, ça c'est un constat, une évidence. Il aurait très bien pu l'interpréter autrement, son affirmation. Dire c'est une évidence, c'est une manière de dire il n'y a rien à voir, circuler. D'accord. Alors la question qu'on peut se poser d'ailleurs justement, parce que c'est vrai que François Fillon est assez coutumier de ce genre de déclaration un peu impulsive, il en a fait plusieurs, voilà, notamment la France est en état de faillite il y a quelques années, et puis finalement... Tout en euphémisant, puis on a souvent l'impression que finalement cette déclaration le dépasse un peu. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu ce phénomène aussi? Non, je ne crois pas. Je crois que à la fois
Comme ça a été dit, effectivement, pour l'un et l'autre, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre, on est dans l'évidence. Il y a simplement deux personnalités qui n'ont pas les mêmes atouts. On n'a pas de match dans l'opinion. Ça n'existe pas, le match Fillon-Copé, en termes d'opinion publique. Il faut vraiment le comprendre. Quand on regarde tous les sondages auprès des Français ou auprès des sympathisants de droite, on n'a pas le droit de les comparer. Les 3/4 des sympathisants de droite disent c'est Fillon que nous voulons avoir comme chef, et 1/4 dit Copé. Ils ne jouent pas du tout aujourd'hui. Les choses peuvent changer, mais aujourd'hui, ils ne jouent pas du tout dans la même division en termes de match de football. En revanche, il y a un atout, et c'est pour ça, j'en viens à ce sujet, pourquoi Fillon a dit ça, il y a un atout qu'a Jean-François Copé incontestable sur tous les autres, et donc sur Fillon, c'est à la fois qu'il contrôle le parti, qu'il contrôle les responsables de fédération, qu'il a la main mise sur tout cela, et qu'il a cette image d'énergie et de volontarisme, là où on peut parfois reprocher à François Fillon d'être davantage attentiste ou trop patient, on va dire. Là, il a voulu prendre acte avant la défaite ou avant l'issue des élections législatives et dire « ne m'oubliez pas, je suis là » à tous ceux qui l'attendent comme le Messie aujourd'hui. Tout en faisant ça, effectivement, sous forme d'une évidence. Sans agression. Et sans... Voilà. Enfin, sans agression. Quand même, dans l'extrait qu'on a vu, Fillon commence par employer le mot très très fort, trêve d'hypocrisie. Et l'hypocrisie, dans le deuxième extrait, est rapportée à Copé. Par le journaliste. On ne sait pas si c'est Copé ou le journaliste. Et je voudrais vous dire ce que disait Dominique Magno tout de suite sur le constat. Lorsque Fillon présente l'absence de Nicolas Sarkozy comme un simple fait, comme une évidence, comme un constat, il emploie 2 fois le mot manque et le mot vide. Évidemment, c'est un ressort dynamique extrêmement puissant. Le manque est appelé à être liquidé, le vide est appelé à être comblé. Donc c'est pas seulement des constats, c'est aussi des éléments de dynamique. Et donc on peut se demander si proclamer s'il s'agisse là d'un simple constat relève de la bonne foi. Non plus. Oui. Non plus. Mais parler d'agression est pour le moins excessif. Bon, voilà. En tout cas, ça veut dire que celui qui est en place ne comble pas le vide. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire sur le constat. Copé est le digne héritier de Nicolas Sarkozy, en ce sens qu'il est extraordinairement transgressif. Et là, c'est Fillon qui transgresse. Oui, mais la question est de savoir après, est-ce que dans l'imaginaire de droite, où Nicolas Sarkozy avait réussi une OP absolument incroyable, est-ce qu'on va pouvoir refaire la même chose 2 fois? Je n'en suis pas sûr. Bon, alors, en tout cas, là, c'est un duel attendu. On a assisté aussi récemment à des duels que personne n'attendait, du moins pas dans le cadre de la campagne législative. Il s'agit du duel entre Valérie Trierweiler et Ségolène Royal, respectivement nouvelle et ex-compagne de François Hollande. Cette fois, ce fut un tweet qui déclencha les hostilités. Petit rappel des faits racontés par les médias. La journée s'annonçait plutôt calme à La Rochelle, en tout cas bien cadrée. Comme prévu, Ségolène Royal recevait le soutien chaleureux de Cécile Duflot et de Martine Aubry. Paroles d'encouragement dans une campagne difficile. De rassemblement pour une dynamique de victoire. Mais à midi, coup de théâtre. Est-ce la teneur du document que découvre Ségolène Royal? En tout cas, un tweet est envoyé aux 78 000 abonnés de Valérie Trierweiler, aussitôt relayé dans toutes les rédactions. Courage à Olivier Falorni qui n'a pas démérité, qui se bat aux côtés des Rochelais depuis tant d'années dans un engagement désintéressé. L'étonnement est d'autant plus grand que la compagne de François Hollande s'engage le jour même où le président de la République apporte son soutien officiel à la candidate. Dans un premier temps, Ségolène Royal ne réagit pas à ce tweet. Une seule ligne de conduite est décidée face aux questions. Il ne faut pas en faire un événement. Ça vous choque ce soutien? Je ne m'exprime pas là-dessus, je dirais chacun dit ce qu'il veut. Moi, ce qui m'importe, c'est la position du président de la République. Je pense exclusivement aux Rochelais, à la bataille que je conduis ici, qui est difficile à cause des divisions. Et voilà, et je pense au projet que j'ai à encourager sur cette circonscription de Charente-Maritime, à mes équipes, aux maires, etc. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Voilà, dans un premier temps, personne n'a de commentaires à faire. Pas non plus Jean-Marc Ayrault qui se livre à un petit exercice d'évitement devant les caméras.
Le message est très clair. Le président de la République et moi-même, nous soutenons à fond la candidature de Ségolène Royal à La Rochelle. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est la parole du président, c'est la parole du gouvernement. Et pour les Français, c'est ça l'essentiel. Le reste, c'est que des péripéties. Voilà, que des péripéties, ça ne l'intéresse pas, ça c'était le jour même, mais dès le lendemain, eh bien finalement, ça l'intéresse plus qu'il ne disait et il a une réponse beaucoup plus politique. Valérie Trierweiler doit-elle apprendre à rester sur sa réserve, discrète, comme le dit François Rebsamen? Oui, je crois, mais vous savez, c'est un apprentissage à faire. Ça veut dire quoi? Oui, je crois, ça veut dire quoi? Je le crois. Mais vous croyez quoi? Qu'elle devrait arrêter son compte, par exemple, Twitter? C'est un rôle qui est discret, qui doit être le sien et qui n'est pas facile à trouver comme équilibre. Je veux bien comprendre que des débuts sont toujours un peu compliqués, mais chacun doit être à sa place. Et le président de la République est le président de la République. Dans la feuille de route de François Hollande, il y avait aussi une présidence normale qui ne mélangeait pas vie privée et vie publique. Et ce que dit la droite aujourd'hui, c'est que là, il y a clairement un mélange des deux. La droite, donc c'est une question politique. La droite surexploite cet épisode. Et en ce qui concerne le président de la République, je peux vous dire que le président de la République est sur la même ligne. De ne pas mélanger effectivement vie publique et vie privée. Il ne changera pas ses orientations et ses principes qu'il a affirmés et vous en aurez la preuve au fur et à mesure. Alors, on va écouter aussi Martine Aubry et Ségolène Royal, qui elles aussi ont fini par s'exprimer. Mais d'abord, juste un petit mot, Dominique Mangonneau, sur certaines de ces formules. Alors, il dit chacun doit être à sa place. Donc, on comprend quand même que là, clairement, elle n'était pas à sa place. Et puis, il a aussi cette formule, le président de la République et le président de la République. Ça veut dire quoi, ça, le président de la République et le président de la République? C'est ce qu'on appelle une tautologie. Mais la tautologie, je suis destinée à masquer un vide, en réalité. Parce que, en fait, personne ne sait ce que ça veut dire. Parce que le problème, ce n'est pas la place du président de la République, c'est la place de la compagne du président de la République. Et donc, du coup, en disant cela, évidemment, il va au plus facile, puisqu'il vous dit que la place de celui qui a la place, c'est d'avoir la place. Mais quelle est la place de celle qui est une femme et qui n'est pas le président de la République? À partir du moment où il n'y a pas de statut officiel de cette fonction. Il est évident que dans ces conditions, c'est une sorte de, comment dire, de bouée de sauvetage à tautologie, mais qui en fait masque complètement la difficulté. Mais enfin, il dit quand même, est-ce que vous ne comprenez pas quand même qu'il dit clairement qu'elle n'a pas été à sa place, puisqu'il dit chacun doit être à sa place? Oui, ça se oui, mais quelle est la place? Mais quelle est la place de ça, il le dit pas. Mais quelle est la place de ceux qui n'ont pas de place? C'est tout le problème. Qu'est-ce que c'est que le féminin? Il dit ça, et on comprend aussi dans ce qu'il dit qu'il parle probablement avec l'assentiment de François Hollande. C'est-à-dire qu'on comprend aussi ça, c'est-à-dire que ça n'est pas que Jean-Marc Ayrault qui parle, c'est Jean-Marc Ayrault et le président de la République. Vous comprenez à quoi ça? Parce qu'effectivement, c'est toute la question qu'on se pose. On voit, il met 24 heures à répondre. Pourquoi 24 heures? Est-ce que c'est le temps de consulter François Hollande? On peut se dire ça. On peut se dire ça. Il dit. Et puis la façon dont, c'est très intéressant, la façon dont à la fin, il plaide pour la non-confusion des sphères publiques et privées, disant, vous verrez, il tiendra cet engagement de maintenir, j'allais dire, de dissocier la sphère publique et la sphère privée. Et il le dit de telle façon qu'on ne peut que entendre la personne qui a fait entorse à ça, ça n'est pas François Hollande, précisément, c'est Valérie Trierweiler. Et donc on ne peut pas rendre comptable, d'une certaine façon, François Hollande des agissements de Valérie Trierweiler. Donc de ce point de vue, c'est assez habile. Alors, on constate que finalement, il est sorti totalement indemne, François Hollande. Attendez, oui, mais parfois ça met du temps. Parfois ça met du temps. C'est peut-être un poison lent, mais ça c'est autre chose. On va pas refaire les... Mais effectivement, au début, certaines affaires, Fouquet's et autres, n'avaient pas, si je parle sous votre contrôle, impacté. Et puis ça peut mettre du temps. Enfin bon, là, en tout cas, on n'est pas dans l'analyse de l'opinion, mais dans l'analyse du discours, pour le coup. Et puis Jean-Marc Ayrault n'est pas le seul à réagir. Finalement, Martine Aubry lui emboîte le pas et Ségolène Royal aussi, mais dans des registres assez différents. Écoutez-les. J'étais auprès de Ségolène Royal quand ce tweet est arrivé. Et je voudrais dire les choses simplement, c'est très douloureux pour Ségolène Royal. Mais Cécile Duflot, moi-même, comme elle, nous avons immédiatement réagi en femmes politiques. L'important, c'est quoi? C'est que les Rochelais et les Rochelaises voient quelqu'un qui se bat, qui continuera, comme elle l'a fait sur la tempête Xynthia, le rappelait le maire de La Rochelle, comme elle l'a fait pour aider 500 personnes dans ce département à créer une entreprise, à se battre. Parce qu'en politique, on sait ce que c'est être une femme, mais on sait ce que c'est aussi ce que nous devons faire et notre responsabilité. Donc c'était douloureux, mais immédiatement la campagne a repris. Valérie Trierweiler a-t-elle commis une faute en faisant ce tweet?
Je pense qu'il faut qu'elle soit plus discrète. Jean-Marc Ayrault l'a dit, il a raison. Avez-vous demandé, Martine Aubry, à François Hollande de veiller à ce que sa compagne n'intervienne plus dans le débat public? Non, non, très franchement, je n'ai pas besoin, je pense, de le lui demander. Voilà, il faut qu'elle soit plus discrète. Jean-Marc Ayrault l'a dit, le mois, on sait ce qu'elle a compris. Et puis alors Ségolène Royal, elle aussi a réagi, mais vous allez voir dans un autre registre. Je n'ai pas répondu hier. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas meurtrie, que je ne suis pas touchée, je ne suis pas un robot. Mais j'ai la responsabilité politique parce que je demande aussi le respect à l'égard d'une femme politique. Je demande le respect, même par rapport à tout ce qui est dit, par rapport à tout le dénigrement, le respect à l'égard d'une mère de famille dont les enfants entendent aussi ce qui est dit. C'est intéressant en matière de communication parce que dans un premier temps, personne ne répond. Puis 24 heures, 48 heures se passent, les uns et les autres répondent dans des registres assez différents. Martine Aubry, on va dire, et Jean-Marc Ayrault un peu dans le même. Ségolène Royal dans un registre beaucoup plus personnel. Alors Gaël Slimane, je voulais savoir ce que vous pensiez alors justement de l'impact de cette, je ne sais pas si c'est une stratégie ou si c'est juste le temps de trouver ces arguments, mais justement cette communication en deux temps finalement. On laisse décanter, on a l'impression. On laisse décanter parce que fondamentalement, on sait que si par hasard, alors d'abord il y a la surprise. Oui. D'abord il y a la surprise. Ne jamais réagir à chaud. Non, mais d'abord il y a la surprise. Tout simplement, dans un premier temps, il existe des fakes en matière de tweets. On est étonné. Oui, ensuite, ensuite, dans un deuxième temps, il y a une surprise et puis se dire quel impact ça va avoir. Alors on peut se douter, on en a eu la confirmation lors de l'élection, que ça n'a eu aucun impact, strictement aucun impact sur l'élection dans la circonscription et sur la popularité de François Hollande à court terme. On peut penser quand même qu'on n'est pas face à un événement de même nature, puisque vous faisiez le parallèle, de même nature que le Fouquet's ou les vacances maltaises. Mais vous aviez raison de dire qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy était très populaire avant, et il était encore plus populaire après. Alors pas grâce à cela, bien sûr, mais ça signifie que ça n'a pas empêché sa popularité d'atteindre des sommets après toutes ces affaires dites bling-bling. Donc, pourquoi ne pas réagir immédiatement? Parce que on peut se dire que tout ça va retomber, que ça aura peu d'incidence politique. Le problème, c'est que ça a une incidence médiatique. Donc ce que se disent les différents dirigeants socialistes... Ils réagissent à l'impact médiatique. Ils réagissent à l'impact médiatique en se disant « espérons que ça va retomber, qu'on parlera d'autres sujets ». Et puis voyant qu'on en parle, ils sont bien obligés d'avoir une position sur le sujet. Donc pour vous, ce n'est pas une réponse politique, c'est une réponse pour essayer de faire dégonfler un espèce de phénomène d'emballement médiatique. Puis il y a quand même autre chose. On ne peut pas occulter le fait que pour les Français, Martine Aubry et Ségolène Royal ne sont pas les plus grandes amies du monde. Beaucoup pensent... là, on est encore, elles ont l'air encore aussi amies que Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry. Justement, c'est ce que je veux dire. À partir du moment où elles ont été en rivalité, où elles se sont affrontées, où les Français le savent, à partir du moment où beaucoup pourraient s'imaginer que certains au PS souhaiteraient une défaite de Royal, face à ce tweet, la réaction, ça a été de dire non, on n'est pas dans le double langage, on soutient pleinement Ségolène Royal. C'est ça qui est en filigrane. Dominique Magonneau, oui, parce que je voulais savoir ce que vous pensez justement du discours de Martine Aubry. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'elle dit tout de suite, on a réagi en femme politique. Et elle met Ségolène Royal et elle un peu dans le même sac, alors qu'elle ne réagit pas du tout de la même manière. C'est parce que les médias, ils font une espèce, pas d'oxymore, mais d'opposition. Pour eux, femmes et politique, tout le monde a vu les querelles de femmes. Et les gens ont oublié le politique. Donc en créant l'association femmes politiques, elle recolle en quelque sorte ce qui fait problème. Je voudrais quand même de manière plus générale, il me semble qu'on ne faudrait pas confondre la norme et la réalité. C'est vrai, dans la norme, le discours privé, si je peux dire le tweet qui arrive au milieu de la réunion politique, c'est une sorte d'interférence monstrueuse. Mais est-ce que le sexuel et est-ce que les problèmes relationnels, ça fait la sphère privée, entre guillemets, et hors du politique? Je veux dire, les problèmes de Marie-Antoinette, est-ce que c'était extérieur à Louis XVI? Enfin, je veux dire, il y a on n'a pas attendu les chaînes d'information. Ce que je veux dire simplement, c'est que le politique se fonde sur l'idée que tout ce qui est de l'ordre du privé n'est pas politique. Mais la réalité perçue par les citoyens est forcément différente. Et il y a toujours un conflit entre les deux. Donc les politiques diront toujours que femmes politiques, ça fait un bloc, mais pour les électeurs, il y aura toujours les femmes.
et le politique. Ou alors et ça va la pas... femme et la voilà, politique. ça sera toujours problématique. Alors c'est intéressant parce que Martine Aubry, effectivement, dit bien en femme politique, nous avons réagi en femme politique, et puis Ségolène Royal, elle assume complètement le fait de réagir en femme. Alors justement, et on voit bien qu'elle n'est pas du tout dans le même registre que les autres. Je veux savoir ce que vous pensez de sa réaction, et puis de l'impact, est-ce qu'elle a eu raison ou tort de réagir en femme? Ben, il y a toute l'histoire dont on a un peu parlé déjà de l'émotion différée. Les raisons de l'émotion différée peuvent être diverses, mais l'événement, sur le plan du récit, c'est qu'il y a d'abord une retenue par rapport à l'émotion de l'événement, puis ensuite l'émotion se déploie et devient de plus en plus intense. Et ça devient même, alors que c'est l'inverse du parcours de l'émotion, puisque l'émotion en général c'est l'immédiat spontané, et non pas ce qui revient. Donc c'est déjà intéressant. Et sur l'impact, parce qu'alors on pourrait dire, bon, Ségolène Royal a perdu, donc on relit l'histoire et on se dit qu'elle a forcément eu tort. Est-ce que vous pensez qu'elle a eu tort de réagir comme ça, effectivement, oui, bien sûr. Avec cette émotion en femme, comme elle avait souvent fait auparavant? Mais oui, mais à chaque fois, c'est ce qui l'a plombé. Soyons très clairs, depuis 2007, ce qui a fait que Ségolène Royal s'est effondrée, mais très tôt, dès la fin de l'année 2007, et a atteint des niveaux extrêmement bas dans les codes de popularité, a perdu une succession de scrutins. Souvenons-nous de la primaire socialiste, où à longueur de sondages que nous égrénions, indiquant qu'elle serait 3e et en train de se faire rattraper par Montebourg, puis dépassée par Montebourg, elle disait non, je vais me qualifier, je vais être au milieu des deux. Ce qui a fait du tort à Ségolène Royal, c'est ce procès en incompétence qui lui a été fait sur un certain nombre de sujets lourds, durs, forts, et qui était largement dû parfois à des erreurs de communication de sa part sur ces sujets, mais aussi parce qu'elle avait toujours tendance à ramener des aspects d'affect dans quelque chose que les Français considèrent comme relevant du politique. C'est pour ça que soyons clairs, Martine Aubry a raison de dire « nous sommes dans le champ des femmes politiques ». Donc, on a toujours raison, quand on fait de la politique, de ramener les choses à de la politique, et on a toujours tort de faire de l'affect, parce que ça nous décrédibilise. Mais cela dit, Ségolène Royal, elle a perdu, c'est quand même important de le préciser, elle a perdu cette élection parce que les électeurs de droite, on avait fait des sondages qui l'ont clairement montré, ont massivement voté Falorni, mais auprès des électeurs de gauche, elle était en tête. Donc l'électorat de gauche, il avait suivi la consigne du PS. D'accord. Oui, un petit mot sur la stratégie de Royal. Oui, sur la stratégie de Ségolène Royal, c'est-à-dire que je pense qu'elle était malgré tout dans cette situation au lendemain du tweet assassin, si j'ose dire, dans une situation très compliquée. C'est-à-dire qu'elle jouait le rôle de la femme politique qu'elle n'a jamais joué. Effectivement, elle met de l'affect à chaque fois. On aurait trouvé qu'il y avait beaucoup de dureté de se faire ainsi traiter, parce que elle n'était pas n'importe qui. C'était la femme qui l'a remplacée auprès du père de ses enfants. Donc ça la met dans un rôle quand même singulier. Et en même temps, quand elle joue finalement cette espèce d'émotion différée, eh bien, automatiquement, ça renvoie aux carences réelles de Ségolène Royal. Et donc elle est dans une espèce de qui perd-perd. C'est-à-dire que quoi qu'elle fasse, elle se retrouve dans une nasse en termes de communication. Alors, bon, en tout cas, on a vu qu'après 24 heures de flottement, les uns et les autres avaient répondu, enfin les uns et les autres, pas tous. François Hollande, en voyage, s'est vu poser la question et a refusé de répondre. Regardez en quels termes. La Première Dame a-t-elle le droit de contredire votre position, de contredire la position du Parti Socialiste? Je ne pense pas que le président Monti pourra répondre à cette question. Est-ce que je peux écouter? Mais je n'y répondrai pas, moi non plus, ici et sur ce sujet. Alors, un président interrogé à l'étranger sur des questions de vie privée et qui refuse de répondre, en voyant cet extrait, eh bien, ça nous en a rappelé un autre, il y a 5 ans. Regardez. Philippe Ridel, Le Monde, quel est votre état d'esprit au lendemain de l'annonce de votre divorce avec Madame Cécilia Sarkozy? Avez-vous lu l'entretien qu'elle a donné à l'Est républicain aujourd'hui et partagez-vous son analyse sur l'échec de votre couple? Bon, mon état d'esprit est très simple. J'ai été élu par les Français pour trouver des solutions à leurs problèmes, pas pour commenter ma vie privée. Et j'aurais tellement aimé qu'un grand journal comme Le Monde puisse se passionner pour l'Europe plutôt que pour ma vie privée, mais après tout, c'est sans doute ça de ça qu'on doit être flatté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous croyez que les Français m'ont élu pour autre chose que de travailler, travailler et encore travailler. Pour le reste, les Français ne me demandent aucun commentaire. Ça les intéresse beaucoup moins que vous.
Alors voilà, on avait commencé le débat sur le plateau, pas dans l'extrait. En tout cas, c'est vrai que ce qui est frappant, c'est que les deux ont, enfin, dans une situation comparable, un peu la même attitude, la rupture. Oui, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais non, parce que s'ils répondent, ils s'abaissent. Oui, voilà. Et dans l'absolu, ils ont raison. Enfin, chaque mot prononcé par Nicolas Sarkozy à l'instant, il a raison. Et la réaction de François Hollande, quand même, on dit beaucoup de mal des hommes, enfin, beaucoup disent beaucoup de mal des hommes politiques. Certains disent beaucoup de mal. L'un comme l'autre arrive, il faut quand même garder son sang-froid, on est à un sommet européen en train de discuter de choses fondamentales et on se voit poser des questions qui n'ont strictement aucun intérêt. Là, pour le coup, c'est vraiment au niveau journalistique qu'il y a une grosse critique à faire et la réaction des deux présidents est tout à fait légitime. Alors, Denis Bertrand, vous n'êtes pas d'accord, mais alors sur quoi? Sur les mauvais journalistes ou sur la réaction des présidents ou sur le fait est-ce qu'ils ont vraiment exactement la même réaction d'ailleurs? Sur le fond, en effet, ils rejettent la pertinence de la question, tous les deux. Oui. Mais la stratégie du rejet est complètement différente. Elle oppose radicalement les deux personnages. La réaction de Nicolas Sarkozy est une stratégie d'opposition frontale à la question posée, de rejet frontal. On a compris ce qu'il pensait du journaliste qui pose la question. Et donc avec une insistance, etc., qui finit par traduire l'émotion même, l'impact de la question qui lui était posée. Alors que la stratégie de Hollande, on retrouve une grande figure, la pirouette, la blague, qui consiste à détourner l'objet et à respecter, celui qui a posé la question. Dans les deux cas, ils ont raison. Dans les deux cas, sur le fond, ils ont raison, mais sur le plan de la relation. Hollande est plus habile que Sarkozy, bien sûr. Alors, on va faire réagir Dominique Magonot. L'intelligence politique dans la réaction d'Hollande que dans la réaction de Nicolas Sarkozy. Oui. Nicolas Sarkozy reste un militant, c'est-à-dire qu'il va à la castagne contre le journaliste. Mais on peut le comprendre. Tandis que François Hollande fait une espèce de pirouette qui renvoie au surnom qu'on lui a toujours donné au PS, qui était culbuto, c'est-à-dire qu'il arrivait toujours. Oui, alors on a envie de dire cette pirouette, il l'a déjà faite plusieurs fois, parce que François Hollande, dans des sommets, demandant à la personne d'à côté si elle veut répondre à la question qu'on lui pose, on l'a déjà entendu. Un petit mot de Dominique Magonot aussi sur les deux registres. On part un peu vite, parce que si on écoute bien la phrase François Hollande, elle est syntaxiquement incohérente, puisqu'il dit « je n'y répondrai pas ici et sur ce sujet », ce qui veut dire deux choses contradictoires, parce qu'il veut dire à la fois « je ne répondrai pas » et pas sur ce sujet de toute façon, mais en mettant ici, encore plus ici, il veut dire, il veut dire qu'il y a des lieux où on pourrait y répondre. Et moi je pense que sa position n'est pas si claire, il est pris de court, et il ne veut pas à la fois paraître, parce que ce n'est pas sa nature je pense, il ne veut pas dire « je ne répondrai pas ». Parce qu'il y a quelque chose, on voit ça c'est Sarkozy aussi, il y a une violence dans l'interaction qu'il veut éviter, c'est pas son tempérament, mais en même temps, il veut dire que il ne répondra pas maintenant. Alors pour terminer, on s'est beaucoup polarisé sur le duel Trierweiler-Royal, mais au départ, le duel était un duel électif entre Ségolène Royal et le dissident socialiste Olivier Falorni. À l'arrivée, Ségolène Royal est battue. Alors on a vu tout au long de l'émission des duels où finalement on niait l'affrontement, où on faisait des petites allusions, etc. Là, pour le coup, vraiment, les choses ont été mises sur la table par les uns et par les autres. On va analyser, je voulais vous remontrer d'abord la réaction de Ségolène Royal au soir de sa défaite. Le résultat de ce soir est le résultat d'une trahison politique. Et à ce moment, il me revient cette phrase de Victor Hugo. Toujours la trahison trahit le traître. Jamais une mauvaise action ne vous lâche. Sans rémission pour les coupables. Et le jour vient où les traîtres sont odieux, même à ceux qui profitent de la trahison. Ceux qui profitent de cette traîtrise n'ont plus aucune considération pour ceux qui se livrent à ce type de manipulation. Voilà, et c'est ça aussi, bien sûr, pour tous ceux qui m'ont soutenu, je suis triste pour eux. Ils auraient tellement voulu cette belle victoire qui aurait dû d'ailleurs être là dès le premier tour s'il n'y avait pas eu de dissidence. Est-ce que tout a été fait de tous côtés pour empêcher ce dissident? Cela aussi, il faudra clarifier les choses. Voilà, alors, est-ce que tout a été fait? On commence à mettre les problèmes sur la table. Vous dites Martine Aubry derrière. Scud pour Martine Aubry. Vous dites pourtant qu'il avait soutenu. Enfin, on va y revenir parce que Olivier Falorni, son rival, lui aussi, continue au lendemain de la victoire à rabâcher ses arguments de campagne. Le siège qui m'était promis comme éjectable, effectivement, l'a été. Il l'a été en direction de l'Assemblée nationale. Et comme je l'ai dit, à tout prendre, je préfère un siège éjectable à un parachute doré.
Voilà, il a gagné, mais on a l'impression que lui non plus n'a pas vraiment passé l'éponge, pas plus que Martine Aubry, qui était face à lui dans un duel, mais alors là, un duel en duplex au soir des résultats. Regardez. Le seul message qui a été adressé ce soir, c'est celui des électeurs de La Rochelle, de l'île de Ré. Et je voudrais qu'on cesse de les insulter, de les mépriser. Nous méritons ici, comme ailleurs, la démocratie, le respect. Aujourd'hui, il y a eu un vote clair et net. Donc j'aimerais maintenant que l'on écoute la voix des citoyens. Martine Aubry, est-ce que vous souhaitez lui répondre à Olivier Falorni? Non, je ne souhaite pas répondre. Voilà, eh bien, le dialogue va s'arrêter là. Merci, Olivier. Le dialogue qui n'a pas commencé. Alors, Denis Bertrand, vous parliez tout à l'heure des émotions différées. Alors là, il n'y a pas d'émotions différées. On a l'impression de les avoir, mais alors sans filtre, hein, en temps réel, à l'instant T. Il y a un effet, dans la dernière séquence, il y a un effet d'image qui est assez amusant, qui est simplement les deux visages de Falorni de face et de Martine Aubry de profil. Qui regarde peut-être juste un écran. Mais qui regarde simplement probablement l'écran, qui regarde Falorni, mais qui donne l'impression qu'elle détourne le regard d'une façon assez hostile, un peu comme une bouderie. C'est assez étonnant. Et alors l'autre élément, moi, qui me semble visuellement, ça c'est le réalisateur qui parle, qui me semble très intéressant, c'est que dans la communication, Falorni n'est pas bon communicant. Mais il a réussi de ses limites à en faire un atout parce qu'il donne l'impression d'être dans cette guerre, j'allais dire entre guillemets, qui s'est trouvée sous le feu des caméras du fait de Ségolène Royal, d'être un peu rentré par effraction. C'est-à-dire qu'on a le sentiment de quelqu'un qui vit, comme dirait Andy Warhol, son quart d'heure de célébrité. Et je prends le pari, et je pense qu'il aura beaucoup de mal à garder sa circonscription. Je pense qu'il y a un concours de circonstances, et visuellement, ça se voit déjà. Ce qui est frappant, c'est sur les mots. Vous avez parlé de l'image, je voulais revenir aussi sur les mots de Dominique Minguenot, les mots d'Olivier Falorni. Ce qui est assez incroyable en termes de communication, c'est que c'est quand même le vainqueur. On pourrait s'attendre à ce qu'il passe l'éponge face à la mauvaise perdante. Et alors, il continue à rabâcher. On a l'impression qu'il continue comme ça à rabâcher des arguments. Alors, nous on a senti, en préparant l'émission, on avait l'impression qu'il ne s'en sortait pas par le haut. Je voulais avoir votre analyse sur ses formules, sa manière de lancer des messages. Il faut bien voir qu'il répond. Il répond à Ségolène. Or, moi, je trouve qu'on banalise un petit peu ce qu'elle a dit. Car d'abord, cette phrase de Victor Hugo n'est pas de Victor Hugo. Elle l'a fabriquée à partir de morceaux. J'ai la citation complète ici. Elle a piqué. Elle a fabriqué une phrase à partir de 10 lignes, en réalité. Bon. Mais surtout, regardez le contenu. C'est un contenu. C'est quand même extrait c'est contre Napoléon III. Enfin bon, c'est un texte où elle voue à la malédiction et la femme qui vaut la malédiction, les Érinies, c'était des femmes qui étaient censées punir là où la loi humaine ne pouvait pas punir. C'est-à-dire qu'au fond, le PS ne peut rien faire, personne ne peut rien faire. Et là, on en appelle au Dieu parce que c'est la malédiction, c'est la vengeance. Alors, Falorni, oui. Qu'on a découvert, voilà. Comment il peut répondre à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'exposition, ou de l'argumentation, mais qui est de l'ordre de l'imprécation religieuse, en quelque sorte. C'est Ségolène, Oui, mais alors du coup, évidemment, il a l'air petit, et sa façon de s'en sortir n'est pas si mal que ça. Lui, il s'en sort par le jeu de mots, c'est-à-dire le parachute éjectable. C'est-à-dire que lui aussi, finalement, il ne répond pas de manière, argumentée, mais il oppose un jeu avec les mots à un autre jeu avec les mots, qui est l'imprécation, mais sur un registre mineur. Voilà, il voulait en se parachutant, s'éjecter sur le perchoir. C'est une manière de botter en touche aussi, tout en D'accord, donc vous le trouvez finalement pas si mal habile que ça Qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Moi, surtout... Chacun est dans son registre, moi je trouve, Martine Aubry, Olivier Falorni, et effectivement, on peut la comprendre tout de même, mais Ségolène Royal est dans un registre plutôt inattendu en politique, en en appelant toujours à la trahison et au pathos. Ils ne sont pas mécontents de ça. D'accord, bon, là on va pas faire les coulisses, on a analysé, merci beaucoup, on a analysé les images côté scène, nous en tenons à ça, celle que tout le monde a vue. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous les quatre pour vos analyses. Merci à Marie Lebon et Arnaud Giordana qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane de Charmas et à Delphine Roussel qui se sont couchés tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillants.
Alors lui, de toute façon, devait s'effacer Oui, c'est vrai. pour laisser la place à une femme. Et oui, avec la parité... Oui, c'était une circo qui était réservée à une femme. En même temps, ça aurait pu être une autre. Le criminel croit que son crime est son complice, toujours la trahison le traître, mais c'est ça. Là, l'assassin, en réalité, c'est Geoffrin. C'est pas Favorny. Ah si, celui qui a tiré les ficelles tout le long.